Léon Tolstoï, une tourmente de neige. Vers 7 heures du soir, après avoir bu du thé, je quittai le relais. J'ai oublié son nom, mais c'était, je m'en souviens, dans le territoire des Cosaques du Don, près de Novotcherkassk. Il commençait déjà à faire nuit, lorsque, me serrant dans ma chouba et m'abritant sous le tablier, je m'assis à côté d'Alioshka dans le traîneau. Derrière la maison du relais, il semblait qu'il fît doux et calme. Quoiqu'on ne vît pas tomber la neige, pas une étoile n'apparaissait, et le ciel bas pesait, rendu plus noir par le contraste, sur la plaine blanche de neige qui s'étendait devant nous. À peine avions-nous dépassé les indécises silhouettes de moulins dont l'un battait gauchement de ses grandes ailes, et quitté le village, je remarquai que la route devenait de plus en plus malaisée et obstruée de neige. Le vent se mit à souffler plus fort à ma gauche, éclaboussant les flancs, la queue et la crinière des chevaux, soulevant sans répit et éparpillant la neige déchirée par les patins du traîneau et foulée par les sabots de nos bêtes. Leurs clochettes se bourrurent. Un petit courant d'air froid, s'insinuant par quelque ouverture de la Manche, me glaça le dos, et je me rappelai le conseil que le maître de poste m'avait donné de ne point partir encore de peur d'errer toute la nuit et de geler en route. « Ben, n'allons-nous pas nous perdre » dis-je au Yamchtchik. Ne recevant pas de réponse, je lui posai une question plus catégorique. « Yamchtchik, arriverons-nous jusqu'au prochain relais? Ne nous égarerons-nous pas ?» « Oh, Dieu le sait, me répondit-il sans tourner la tête. Vois comme la tourmente fait rage, on ne voit plus la route. Dieu, petit père. Mais dis-moi nettement si oui ou non tu espères me produire au prochain relais, repris-je, y arriverons-nous? Oh, nous devons y arriver, dit le Yamchtchik. Il ajouta quelques paroles que le vent m'empêche d'entendre. Retourner, je ne le voulais pas, mais d'un autre côté, errer toute la nuit par un froid gelé, en pleine tourmente de neige, dans une steppe dénudée comme l'était cette partie du territoire des Cosaques du Don, cela manquait de gaieté. De plus, quoique dans cette obscurité je ne puisse pas bien examiner le Yamchtchik, je ne sais pourquoi il me déplaisait et ne m'inspirait pas la moindre confiance. Il était assis au milieu du traîneau. Sa taille était trop haute, sa voix trop nonchalante, son bonnet, un grand bonnet dont le sommet ballottait, n'était point d'un Yamchtchik. Il stimulait ses chevaux, non point à la manière de Usité, mais en tenant les guides dans les deux mains, et comme un laquais qui aurait pris la place du cocher. Et surtout, ses oreilles qu'il cachait sous un foulard. Bref, il ne me plaisait guère, et ce doré barbatif et voûté que je voyais devant moi ne me présageait rien de bon. « Pour moi, dit Alioshka, il vaudrait bien retourner, il n'y a rien d'amusant à s'égarer. »« Dieu, petit père, vois-tu quelle tourmente? On voit plus trace de route, ça vous aveugle les yeux. Dieu, petit père, redit le Yamchtchik. » Un quart d'heure ne s'était pas encore écoulé lorsque le Yamchtchik arrêta ses chevaux, confia les guides à Alioshka, retira gauchement ses jambes de son siège et, faisant craquer la neige sous ses grandes bottes, se mit en quête de la route. « Eh bien, où vas-tu? Nous nous sommes donc perdus » lui criai-je. Mais le Yamchtchik ne me répondit pas. Il détourna son visage pour la brider du vent qui lui frappait dans les yeux et s'en alla à la découverte. « Eh bien quoi, as-tu trouvé ?» lui dis-je lorsqu'il fut de retour. « Rien, » me répondit-il brusquement, avec une impatience nuancée de dépit,
comme s'il avait perdu la route par ma faute. Et glissant lentement ses grandes jambes dans sa chancelière, il disposa les guides dans ses moufles gelées. « Alors qu'allons-nous faire maintenant » demandai-je, lorsque nous nous fûmes remis en route. « Eh, que faire? Allons où Dieu nous poussera. » Nous recommençâmes à courir du même petit trot, tantôt sur la croûte glacée qui craquait, tantôt sur la neige qui s'éparpillait et qui, en dépit du froid, fondait presque aussitôt sur le cou. Le tourbillon d'en bas allait toujours en augmentant, et d'en haut commençait à tomber une neige rare et sèche. Il était clair que nous allions, Dieu savait tout, car après un quart d'heure de marche, nous n'avions pas rencontré une seule borne de verste. « Eh bien, qu'en penses-tu » fis-je Yamschik. « Arriverons-nous jusqu'au relais ?»« Auquel ?»« Nous regagnerons celui que nous venons de quitter. Si nous laissons les chevaux libres, ils nous ramèneront. Quant à l'autre, c'est peu probable, et nous risquons de nous perdre. » « Eh bien, retournons alors, dis-je, puisque... »« Retournez alors » répéta le Yamschik. « Mais oui, retournez !» Il rendit les brides et les chevaux coururent plus vite. Quoique je n'eusse point senti le traîneau tourner, le vent changea, bientôt, et à travers la neige nous aperçûmes des moulins. Le Yamschik recouvra un peu d'énergie et se mit à causer. « Il n'y a pas longtemps, disait-il, c'était aussi par une tourmente, il venait de l'autre relais, et ils se virent obligés de coucher dans les meules. Il ne fut rendu que le matin. Il est heureux encore qu'ils aient trouvé des meules, car autrement ils se seraient tous gelés. Il faisait un froid. Songez que malgré les meules, un d'eux s'est gelé les pieds et qu'il est mort en 3 semaines. Mais à présent le froid est supportable, il fait plus doux, fis-je. On pourrait peut-être aller. Doux, oh, oui, il fait doux, mais la tourmente. Maintenant que nous lui tournons le dos, elle nous semble moins terrible, mais elle fait rage toujours. On pourrait l'affronter avec un coulier ou quelque autre partie à ses risques et périls, mais c'est pas peu de chose que de geler son voyageur. Comment pourrais-je répondre de votre honneur? En ce moment, on entendit derrière nous les clochettes de plusieurs troïkas. Elles nous eurent bientôt rejoints. « Ah, c'est la cloche des couliers, dit mon Yamschik. Il n'y en a qu'une seule de ce genre au relais. » La cloche de la première troïka rendait en effet un son remarquablement joli. Le vent nous l'apportait très clairement, pur, sonore, grave et légèrement tremblé. Comme je l'appris par la suite, c'était une invention de chasseur. 3 clochettes, une grande au milieu, avec un son qu'on appelle cramoisi, et 2 petites choisies dans la tiercée. Cet arcorde tierce et de quinte tremblée qui résonnait dans l'air était en effet singulièrement saisissant et d'une étrange beauté au milieu de cette steppe solitaire et désolée. « C'est la poste qui court, dit mon Yamschik, quand la première troïka fut à côté de nous. Et dans quel état se trouve la route? Oh, peut-on passer? Cria-t-il au dernier des Yamschik. Mais celui-ci stimula ses chevaux sans répondre. Les sons de la cloche s'éteignirent brusquement, emportés par le vent, aussitôt que la poste nous eut dépassés. Sans doute mon Yamschik éprouva quelque honte. « Et si nous allions, Barine, me dit-il, d'autres y ont bien passé, et d'ailleurs leur trace est toute fraîche. »
J'y consens, alors nous faisons de nouveau face au vent et nous glissons en avant dans la neige profonde. J'examine la route par côté pour ne point perdre la trace laissée par les traîneaux de poste. Pendant 2 verstes, cette trace apparaît visiblement. Puis, je ne remarque plus qu'une légère inégalité à l'endroit où ont mordu les patins. Bientôt, il me devient impossible de rien distinguer. Est-ce la trace des traîneaux? Est-ce tout simplement une couche de neige amoncelée par le vent? Mes yeux se fatiguent de cette fuite monotone de la neige sur les arbres, et je me mets à regarder droit devant moi. La 3e borne de verste, nous la voyons encore, mais la 4e se dérobe. Et comme auparavant, nous allons dans le vent et contre le vent, à droite et à gauche, nous égarant si bien que le Yamtchik prétend que nous sommes fourvoyés à droite, et moi je soutiens que c'est à gauche, tandis qu'Alioshka démontre que nous tournons le dos au but. À plusieurs reprises, nous nous arrêtons. Le Liamtchik dégage ses grands pieds et part à la recherche de la route, mais sans succès. Moi-même, je me dirige du côté où je pensais la retrouver, je fais 6 pas contre le vent, et j'acquiers la certitude que partout la neige étend ses blanches couches uniformes, et que la route n'existait que dans mon imagination. Je me retournai, plus de traîneau. Je me mis à crier « Yamtchik, Alioshka !» Mais je sentais que ces cris, à peine sortis de ma bouche, le vent aussitôt les emportait quelque part dans le vide. Je courus à l'endroit où j'avais laissé le traîneau. Il n'était plus là. J'allai plus loin. Rien. Je rougis de me rappeler le cri désespéré, suraigu, que je poussais encore une fois « Yamtchik !» tandis que le Yamtchik était à 2 pas. Il surgit tout à coup devant moi, avec sa figure noire, un petit knout, son grand bonnet incliné sur le côté, et me conduisit au traîneau. « Estimons-nous heureux qui fasse nous, dit-il, car si je l'ai, malheur à nous, Dieu, petit père. »« Oh, laisse aller les chevaux, ils nous ramèneront, dis-je en remontant dans le traîneau. »« Nous ramèneront-ils, et Yamtchik ?»« Mais sans doute. » Il lâcha les guides, fouetta 3 fois de son knout le Koronnaïa, et nous partîmes au hasard. Nous fîmes ainsi une demi-lieue. Soudain, devant nous, retentit le son bien connu de la clochette du chasseur. C'étaient les 3 troïkas de tout à l'heure qui venaient maintenant à notre rencontre. Elles avaient déjà rendu la poste et se retournaient au relais avec des chevaux de rechange attachés par derrière. La troïka du courrier, dont les grands chevaux faisaient sonner la sonnette de chasseur, volait en tête. Le Yamtchik gourmandait ses chevaux avec entrain. Dans le traîneau du milieu, maintenant vide, s'étaient assis 2 autres Yamtchiks qui parlaient gaiement et à voix haute. L'un d'eux fumait la pipe. Une étincelle qui pétilla au vent éclaira une partie de son visage. En le regardant, je me sentis honteux d'avoir peur, et mon Yamtchik eut sans doute la même impression, car nous dîmes tous 2 en même temps « Suivons-les !» Sans même laisser passer la 3e troïka, mon Yamtchik tourna, mais si gauchement qu'il heurta du brancard les chevaux attachés. 3 de ceux-ci, faisant un saut de côté, rompirent leur longe et s'échappèrent. « Vois-tu ce diable louche qui voit pas où il conduit? Sur les gens, diable !» cria d'une voix enrouée et chevrotante un Yamtchik vieux et petit,
autant que j'en pus juger d'après sa voix et son extérieur, c'est celui qui conduisait la troïka de derrière. Il sortit vivement du traîneau et courut après les chevaux, tout en continuant de proférer contre mon yamtchik de grossières et violentes injures. Mais les chevaux n'étaient pas d'humeur à se laisser prendre. Un instant après, Yamtchik et chevaux avaient disparu dans le blanc brouillard de la tourmente. La voix du vieux retentit. « Vassili, amène-moi l'Isabelle, car autrement on ne les rattrapera pas. » Un de ses compagnons, un gars de très haute taille, sauta du traîneau, détacha et monta un des chevaux de sa troïka, puis faisant claquer la neige, disparut au galop dans la même direction. Nous, cependant, avec les deux autres troïkas, nous suivîmes celle du courrier qui, sonnant de sa clochette, courait en avant d'un trot élevé et nous nous enfonçâmes dans la plaine sans route. « Bon oui, il les rattrapera, dit mon yamtchik, en parlant du vieux qui s'était jeté la poursuite des chevaux échappés. S'il ne les a pas encore rejoints, c'est que ce sont des chevaux emballés, et ils l'entraîneront à tel endroit que il n'en sortira pas. » Depuis que mon yamtchik trottait derrière la poste, il devenait plus gai, plus expansif, et moi, n'ayant pas encore envie de dormir, je m'empressais d'en profiter. Je me mis à le questionner. D'où venait-il? Qui était-il? J'appris bientôt qu'il était de mon pays, du gouvernement de Tonia. C'était un serf du village de Kirpichnoye. Le peu de terre qu'il y possédait ne rapportait presque plus rien depuis le choléra. Il avait 2 frères, le plus jeune était soldat. Il n'avait de pain que jusqu'à la Noël et travaillait comme il pouvait pour vivre. Le cadet, marié, dirigeait la maison. Quant à mon yamtchik, il était veuf. Chaque année, il venait de leur village des artels de l'Yamtchik. Lui n'avait jamais auparavant fait ce métier, et c'était pour venir en aide à son frère qu'il s'était engagé à la poste. Il vivait là, grâce à Dieu, pour 120 roubles en papier par an, dont 100 qu'il envoyait à sa famille. Cette vie lui conviendrait assez. Oui, mais seulement les colliers sont trop méchants, et le monde est toujours à gronder par ici. Pourquoi donc m'injuriait-il ce yamtchik-là? Dieu, petit père, est-ce que je lui ai fait partir exprès, ces chevaux? Suis-je donc un brigand? Mais pourquoi est-il allé à leur poursuite? Il serait bien revenu tout seul. Il fatiguera ses chevaux et se perdra lui-même, répétait le petit moudjik de Dieu. Mais qu'est-ce donc qui noircit là-bas? Demandai-je en remarquant un point noir dans le lointain. Mais c'est un obosé. Voilà comment il fait bon marché, continua-t-il, quand nous arrivâmes plus près des grandes charrettes couvertes de bâches et roulant à la file. Regarde donc, on voit pas un homme, tous dorment. Le cheval intelligent sait lui-même où il faut aller. Rien ne le ferait dévier. Et nous aussi, fit-il, nous connaissons cela. Le spectacle était étrange. De ces immenses charrettes entièrement recouvertes de bâches et blanches de neige jusqu'aux roues, et qui marchaient toutes seules. Dans la première charrette seulement, 2 doigts soulevèrent un peu la bâche neigeuse. Un bonnet en sortit quand nos clochettes résonnèrent auprès de l'obosé.
Un grand cheval pie, le cou allongé, le dos tendu, s'avançait d'un pas égal sur la route unie. Il balançait sous la douga blanchie sa tête et sa crinière épaisse. Quand nous fûmes à côté de lui, il dressa l'une de ses oreilles que la neige avait obstruée. Après avoir roulé une demi-heure, le yamchik se tourna vers moi. Eh bien, qu'en pensez-vous, Marine? Marchons-nous bien droit? Oh, je ne sais pas, répondis-je. Le vent soufflait d'abord par ici, le voilà maintenant par là. Ah non, nous n'allons pas du bon côté, nous errons encore, conclut-il d'une voix tout à fait tranquille. On voyait que malgré sa peur, il se sentait pleinement rassuré. En compagnie, la mort est belle. Depuis que nous allions en nombre, et puis il ne conduisait plus, il n'avait plus charge d'âme. C'était de son air le plus calme qu'il relevait les erreurs des yamchiks, comme si la chose ne l'eût pas du tout regardé. Je remarquai effectivement que parfois la troïka de tête m'apparaissait de profil, tantôt à gauche, tantôt à droite. Il me parut même que nous tournions sur un petit espace. Du reste, ce pouvait être une pure illusion de mes sens. C'était ainsi qu'il me semblait parfois que la première troïka montait ou descendait une pente, alors que la steppe était partout uniforme. Au bout de quelque temps, je crus apercevoir au loin, sur l'horizon, une longue ligne noire et mouvante, et bientôt je reconnus clairement ce même obose que nous avions dépassé. La neige couvrait toujours les roues bruissantes, dont quelques-unes ne roulaient plus. Les gens dormaient, toujours, sous les bâches, et le premier cheval, élargissant ses narines, flairait la route et dressait l'oreille comme tantôt. Vois-tu comment nous avons tourné sur place? Nous voici revenus au même point, dit mon yamchik mécontent. Les chevaux des couliers sont de bons chevaux. Ils peuvent les fatiguer ainsi sans but, tandis que les nôtres seront certainement fourbus, si nous marchons de la sorte toute la nuit. Il toussota. Retirons-nous donc, Marine, de cette compagnie. Pourquoi? Nous arriverons bien quelque part. Mais où donc arriverons-nous? Nous allons passer la nuit dans la steppe. Vois comme cela tournoie. Mais j'étais surpris que, bien qu'ayant visiblement perdu la route et ne sachant plus où il allait, le yamchik de tête, loin de rien faire pour se retrouver, poussa des cris joyeux, sans ralentir sa course. Mais je ne voulais pas les quitter. Suis-les, dis-je. Mon yamchik obéit, mais en stimulant son cheval avec encore moins d'entrain qu'auparavant. Et il n'engagea plus la conversation. Cependant, la tourmente devenait de plus en plus forte. D'en haut, la neige tombait aussi, sèche et menue. Il commençait, semble-t-il, à geler. Un froid plus vif piquait le nez et les joues. Plus fréquemment, sous la chouba, s'insinuait un petit courant d'air glacé, et bien vite nous nous serrions dans nos fourrures. Parfois, le traîneau heurtait contre de petites pierres nues et gelées, d'où la neige avait été balayée. Comme j'en étais à ma 6e centaine de verstes, sans m'être arrêté une seule fois pour coucher, et bien que l'issue de notre fourvoiement m'intéressât fort, je fermai les yeux malgré moi et je m'assoupis. Une fois, en ouvrant la paupière, je fus frappé, à ce qu'il me sembla d'abord par une lumière intense qui éclairait la plaine blanche. L'horizon s'était élargi,
le ciel bas et noir disparut tout à coup. Je voyais les raies blanches et obliques de la neige tremblante. Les silhouettes des troïkas de l'avant apparaissaient plus nettement. Je regardais en haut, les nuages semblaient s'être dispersés, et la neige tombante couvrait entièrement le ciel. Pendant que je dormais, la lune s'était levée. À travers la neige et les nuages transparents, sa clarté brillait, froide et vive. Je ne voyais distinctement que mon traîneau, mes chevaux, le yamtchik et les 3 troïkas. Dans la première, celle du courrier, se tenait toujours assis sur le siège un seul yamtchik qui menait au trot rapide. 2 yamtchiks occupaient la seconde, lâchant les guides et se faisant un abri de leur cafetan. Ils ne cessaient point de fumer la pipe, à en juger d'après les étincelles. On n'apercevait personne dans la 3e troïka. Le yamtchik dormait évidemment au milieu. Lorsque je me réveillai, je vis pourtant le premier yamtchik arrêter ses chevaux et se mettre en quête de la route. Nous fîmes halte. Le vent grondait avec plus de violence. Une masse effroyable de neige tourbillonnait dans l'air. La lueur de la lune, voilée par la tourmente, me montrait la petite silhouette du yamtchik qui, un grand knout à la main, sondait devant lui la neige, puis après des allées et venues, se rapprochant du traîneau dans l'obscure clarté, se remettait d'un bond sur son siège, et de nouveau j'entendis, dans le souffle monotone du vent, les cris aigus du postillon et le tintement des clochettes. Toutes les fois que le yamtchik de la première troïka partait à la recherche de la route ou de meules, une voix dégagée s'élevait du second traîneau. C'était l'un des 2 yamtchiks qui lui criait à tue-tête « Écoute, Ignashka, on a tourné trop à gauche, prends donc à droite !» Ou bien « Mais qu'as-tu donc à tourner sur place? Cours sur la neige telle qu'elle et tu arriveras pour sûr !» Ou encore « Va donc à droite, mon frère. Vois-tu là-bas ce point noir? C'est sans doute une borne. » ou « Oh, peut-on s'égarer de la sorte? Mais pourquoi t'égares-tu? Dételle donc le pis et laisse-le aller en avant. Il te ramènera certainement sur la route et ça vaudra beaucoup mieux. » Quant à dételer son propre cheval, quant à chercher lui-même la route par la neige, il en serait bien gardé. Il ne mettait pas le nez hors de son cafetan. Et lorsque, en réponse à un de ses conseils, Ignashka lui cria de passer devant, puisqu'il savait de quel côté se diriger, lui, le conseiller riposta que s'il avait eu avec lui des chevaux de coulier, il serait en effet allé en avant, et qu'il aurait certainement retrouvé la route. Tandis que mes chevaux, ajouta-t-il, ne marcheraient pas en tête pendant la tourmente. Ce sont point des chevaux à ceux-là. Alors m'en dis pas davantage, répondit Ignashka, en sifflant gaiement ses chevaux. Le second moujik assis dans le traîneau avec le conseilleur n'adressait pas une seule parole à Ignashka et ne se mêlait en rien de cette affaire, bien qu'il ne dormît pas encore, à en juger par sa pipe inextinguible et par la conversation cadencée et ininterrompue que j'entendais pendant les haltes. Il racontait un conte. Une fois seulement, comme Ignashka s'arrêtait pour la 6e ou 7e fois, il manifesta son dépit de voir interrompre le plaisir de la course. « Hé !» lui cria-t-il, « qu'as-tu à t'arrêter encore ?
Crois-tu qu'il veut trouver le chemin? Une tourmente, on te dit. À 7 heures, l'arpenteur lui-même ne découvrirait pas la route. Il vaudrait mieux aller tant que nos chevaux nous porteront. Faut espérer que nous ne gèlerons pas jusqu'à la mort. Va toujours. C'est cela, oui. Et le postillon qui l'an dernier a gelé jusqu'à la mort, répondit mon Yamtchik. Celui de la troisième troïka dormait toujours. Une fois, pendant un arrêt, le conseiller le héla. Philippe, Philippe! Et ne recevant pas de réponse, il remarqua. Ne se serait-il pas gelé? Iliashka, tu devrais aller voir. Iliashka, qui trouvait du temps pour tout, s'approcha du traîneau et secoua le dormeur. Oh, voilà dans quel état l'a mis une seule bouteille de vodka. Si tu es gelé, dis-le alors, fit-il en le secouant de plus belle. Le dormeur poussa un grognement entrecoupé d'injures. Il vit, frère, dit Yashka, qui revint prendre sa place en avant, et de nouveau fit trotter ses bêtes, et même si rapidement que le petit cheval de gauche de ma troïka, sans cesse fouetté sur la croupe, tressautait souvent d'un petit galop maladroit. Il devait être à peu près minuit lorsque le petit vieux et Vassili revinrent avec les chevaux. Comment avait-il pu les rattraper au milieu d'une steppe dénudée par une tourmente aussi sombre? C'est ce que je n'ai jamais pu comprendre. Le petit vieux, agitant ses coudes et ses jambes, trottait sur le Korennaya. Il avait attaché à la bride les autres chevaux, et quand nous fûmes de front, il recommença à injurier mon Yamtchik. Vois-tu ce diable louche vrai? Hé, oncle Mitrich, cria le compteur du second traîneau. Es-tu vivant? Viens près de nous. Mais le vieux était trop occupé à dévider ses injures pour répondre. Lorsqu'il lui sembla que le compte y était, il s'approcha du second traîneau. « Ah, tu les as donc rattrapés ?» lui demanda-t-on. « Ah, comment donc ?»« Certainement. » On le vit abaisser sa poitrine sur le dos du cheval, puis il sauta sur la neige, courut au traîneau sans s'arrêter, et s'y laissa tomber en enjambant le rebord. Le grand Vassili reprit sans mot dire sa place dans le traîneau de tête avec Igniashka et l'aida à chercher la route. Est-il mal embouché, Dieu, petit père? Longtemps, nous glissons, sans nous arrêter, à travers ces déserts blancs, dans la clarté froide, transparente et vacillante de la tourmente. J'ouvre les yeux. Toujours ce même bonnet grossier et ce dos couvert de neige, et cette même douga basse, sous laquelle, entre le cuir des brides, se balance toujours à la même distance la tête du Korennaya, le cheval du centre, avec sa crinière noire que le vent soulève à temps égaux d'un seul côté. Par-delà le dos, à droite, apparaît toujours le même Pristiajnaya baie, à la queue nouée court, et le palonnier qui frappe régulièrement le traîneau. En bas, toujours la même neige fine que les patins déchirent et que le vent qui la balaye obstinément emporte toujours de mon côté. En avant courent toujours les mêmes troïkas. À droite et à gauche, tout est blanc, tout file devant les yeux. C'est en vain que l'œil cherche un objet nouveau,
pas une borne, pas une meule, rien, rien. Tout est blanc partout, blanc et immobile. Tantôt l'horizon paraît indéfiniment reculé, tantôt il se resserre à deux parts. Tantôt un mur blanc et haut surgit subitement à droite et court le long du traîneau, tantôt il disparaît pour reparaître à l'avant. Il fuit et de nouveau s'évanouit. Regardes-tu en l'air? Il te semble voir clair au premier moment et qu'à travers le brouillard les petites étoiles scintillent. Mais les petites étoiles s'enfuient plus haut, loin de ton regard, et tu ne vois plus que la neige qui tombe sur ton visage et sur le col de ta chouba. Immobile et uni, le ciel est partout clair et blanc, sans couleur. On dirait que le vent change de direction. Tantôt, soufflant de face, il remplit les yeux de neige. Tantôt, soufflant de biais, il rabat rageusement sur la tête le col de la chouba et, comme par moquerie, en soufflette le visage. Ou bien il chante par derrière dans quelque fissure. On entend les craquements légers et continus des sabots et des patins, et le tintement mourant des clochettes, alors que nous glissons dans la neige profonde. Parfois, quand nous allons contre le vent, quand nos traîneaux courent sur la terre gelée et nue, nous distinguons nettement le sifflement aigu d'Ignat et les trilles de la sonnerie qui s'allient à la quinte tremblée. Cette musique égaie tout à coup la morne solitude, puis, redevenant uniforme, accompagne avec une justesse insupportable un motif toujours le même, qui malgré moi chante dans ma tête. Un de mes pieds commençait à se geler. Lorsque je me tournais pour me couvrir mieux, la neige tombée sur mon col et sur mon bonnet me coulait dans le dos et me faisait frissonner. Mais en somme, dans ma chouba attiédie par ma propre chaleur, je ne souffrais point trop du froid, et je me laissais aller au sommeil. Images et souvenirs défilaient rapidement devant moi. Le conseiller, qui crie toujours du second traîneau, quel moujik doit-ce être? Oh, il doit être roux, fort, les jambes courtes, pensais-je, et semblable à Fedor Filipitch, notre vieux sommelier. Et je revois aussitôt l'escalier de notre grande maison, et 5 dvorovi qui, marchant péniblement, traînent un piano avec des serviettes. Je revois Fedor Filipitch, qui, ayant retroussé les manches de son veston en nankin, porte une pédale, court en avant, ouvre les portes, pousse un tir, parle à la serviette, se faufile entre les jambes, gêne tout le monde, et d'une voix affairée ne cesse de crier « Tirez de votre côté les premiers, c'est bien cela, la queue en l'air, passe-la donc dans la porte, c'est cela !» Mais permettez, Fedor Filipitch, remarque timidement le jardinier, écrasé contre la rampe, tout rouge d'effort, usant ses dernières forces à soutenir un coin du piano. Mais Fedor Filipitch n'en connaît pas moins son manège. Quoi, me dis-je, se croit-il donc utile, indispensable à l'œuvre commune? Ou bien est-il tout simplement heureux que Dieu lui ait fait don d'une façon hardie et tranchante qu'il a plaisir à étaler? Oh, c'est probablement cela. Puis, je ne sais comment, un étang m'apparaît. Les dvorovi, fatigués, dans l'eau jusqu'aux genoux, tirent un filet. Fedor Filipitch est encore là. Un arrosoir à la main, criant après chacun, il court sur le bord.
Parfois il s'approche pour saisir dans le filet les calassins d'or pour vider l'eau trouble et puiser de l'eau fraîche. Ben, voici qu'il est midi, au mois de juillet. Sur l'herbe qu'on vient de faucher dans le jardin, sous les rayons brûlants et droits du soleil, je vais sans but. Je suis encore très jeune. Il me manque quelque chose et je désire quelque chose. Je me dirige du côté de l'étang vers ma place favorite, entre le parterre bordé d'églantiers et l'allée de sapins, et je me couche. Je me rappelle mes impressions, alors qu'étendu là, j'apercevais, à travers les tiges rouges et épineuses des églantiers, la terre sèche et noire, le miroir bleu tendre de l'étang. C'était un sentiment de satisfaction naïve, mêlé de mélancolie. Autour de moi, tout était beau. Cette beauté agissait si vivement sur moi qu'il me semblait que j'étais beau moi-même. Une seule chose me chagrinait, c'était que nul ne s'émerveilla de me voir ainsi. Il fait chaud, j'essaie de m'endormir pour me soulager, mais les mouches, les insupportables mouches, ne me laissent pas même ici une minute de répit. Elles accourent en foule, s'obstinent contre moi et me sautent du front sur les mains avec un bruit de petits os. Les abeilles bourdonnent, pas loin de moi, juste au plus fort de la chaleur. Des papillons, ailes jaunes comme fanés, voltigent d'une herbe à l'autre. Je regarde en haut, les yeux me font mal, le soleil brille trop. À travers le feuillage clairsemé du bouleau frisé qui doucement balance dans l'air ses branches au-dessus de moi, le soleil paraît plus chaud encore. Je me couvre la figure d'un mouchoir. Le temps est lourd, les mouches semblent coller à ma main toute moite. Dans la profondeur d'un églantier, 2 moineaux ont remué. L'un d'eux saute par terre à une archine de moi, fait semblant de piquer 2 fois le sol avec force, puis s'envole, frôlant les branches et poussant un joyeux cri. L'autre saute aussi sur la terre, remue sa petite queue, regarde autour de lui et, prompt comme une flèche, rejoint en piaillant son compagnon. Sur l'étang retentissent des coups de battoir sur le linge humide, et ces coups vont s'épandant au ras de l'eau sur la surface de l'étang. On entend des rires et des voix et le clapotement des baigneurs. Un coup de vent secoue la cime des bouleaux là-bas au loin. Puis ils se rapprochent, ils courbent l'herbe, et voilà que sur leurs branches remuent et tremblent les feuilles des églantiers. Jusqu'à moi arrive le courant frais d'air. Il soulève les coins de mon mouchoir et chatouille délicieusement mon visage en sueur. Par l'ouverture du mouchoir soulevé, s'insinue une mouche qui volait effrayée auprès de ma bouche humide. Des branches sèches me font mal au dos. Non, je ne puis plus rester ici. Il faut que j'aille me baigner. Voilà que tout près de la haie, j'entends des pas précipités et des cris de femmes épouvantées. Ah, mes petits pères, mais qu'est-ce donc? Et pas un homme. Mais qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Demandai-je en quittant mon abri à la femme Vorovi, qui, toute sanglotante, passe en courant auprès de moi. Et pour toute réponse, elle se retourne, agite ses mains, puis continue sa course. Retenant de la main son fichu qui tombait de sa tête, sautillant et traînant son pied chaussé d'un bas de coton, la vieille Matrena, une femme de 105 ans, court aussi vers l'étang. Et je vois encore courir 2 petites filles
qui se tiennent l'une l'autre, et derrière elles, accroché à leur jupon, un gamin de 10 ans, affublé du veston de son père. « Qu'est-il arrivé ?» demandai-je. « Un moujik s'est noyé. »« Où ?»« Dans l'étang. »« Mais quel moujik? Un des nôtres ?»« Non, un passant. » Le Koutcher, Ivan, traînant ses grandes bottes dans l'herbe fauchée, et l'épais géant Yakov souffle péniblement, se hâte vers l'étang. Moi, je les suis. Je me souviens qu'une voix intérieure me disait « Voilà, jette-toi à l'eau, retire le moujik, sauve-le, et tout le monde t'admirera. » Être admiré, c'est tout ce que je désirais. « Mais où donc? Où ?» demandai-je à la foule des Dvorovi qui se sont rassemblés sur le bord. « Là, au milieu, près de l'autre rive, presque à côté du bain, » dit une blanchisseuse en entassant le linge humide sur sa palanche. Oh, je le vois qui pique une tête. Il se montre et de nouveau s'enfonce. Il reparaît encore et tout à coup s'écrie « Je me noie, mes frères !» Puis de nouveau il disparaît. On ne voyait que de petites bulles. Alors je m'aperçois qu'un moujik est en train de se noyer et je me mets à crier « Mes petits pères, un moujik se noie !» Et la blanchisseuse, chargeant la palanche sur son épaule et se balançant sur ses hanches, prit le sentier qui s'éloignait de l'étang. « Vois-tu quel péché ?» disait avec désespoir Yakov Ivanov, le gérant. « Je vais avoir maille à partir avec la justice du bailli, ça n'en finira plus. » Un moujik tenant une fosse ferait un passage à travers la foule des babas, des enfants et des vieillards groupés sur l'autre rive. Il suspend sa faux à une branche et se déshabille lentement. « Où donc s'est-il noyé ?» insistai-je, désireux de me jeter à l'eau et d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Mais on me montre la surface toute unie de l'étang que frôle par moments le vent qui passe. Je n'arrive pas à comprendre comment il l'est noyé. L'eau s'est refermée sur lui, aussi uniforme, aussi belle, aussi indifférente, et toute pailletée d'étincelles d'or par le soleil de midi. Et il me semble que je ne peux rien faire, que je n'étonnerai personne, d'autant plus que je nage mal, et que le moujik retire déjà sa chemise pour se précipiter. Alors tous le regardent avec un espoir mêlé d'angoisse, mais à peine entré dans l'eau jusqu'aux épaules, le moujik s'en retourne lentement et remet sa chemise. Il ne sait pas nager. Les gens ne cessent d'accourir, la foule augmente de plus en plus, mais personne ne vient au secours du noyé. Les derniers arrivés prodiguent des conseils, poussent des « ah », portent sur leur visage une expression d'effroi et de désespoir, tandis que les autres s'asseyent, fatigués de rester debout sur le bord ou prennent le parti de s'en aller. La vieille Matrena demande à sa fille si elle a bien fermé le poêle. Le gamin, revêtu du veston de son père, s'applique consciencieusement à jeter des pierres dans l'eau. Mais voici qu'aboyant et se retournant avec étonnement derrière lui, accourt de la maison Tresorka le chien de Fedor Filippitch. Son maître descend lui-même la colline, on l'entend crier, bientôt il apparaît derrière la haie d'églantiers. « Et que faites-vous donc » crie-t-il en ôtant sa veste, sans cesser de courir. « Un homme se noie, il reste planté là. Donne-moi une corde. »
tous regardent avec une expression d'espoir et d'effroi Fiodor Philippitch, pendant qu'appuyé sur l'épaule d'Anne Volovie, il déchausse avec la pointe d'un pied le talon de l'autre. C'est là, à l'endroit où la foule s'est amassée, là, un peu à droite du Citiz, Fiodor Philippitch. Voilà, c'est là, disait quelqu'un. Je le sais, répondit-il avec un froncement de sourcils occasionné sans doute par les gestes de pudeur effarouchés des babas. Il ôte sa chemise, sa petite croix qu'il donne à l'apprenti jardinier debout devant lui dans une attitude de respect, puis marchant vivement sur l'herbe fauchée, il s'approche de l'étang. Tresorka, surpris de la vivacité des mouvements de son maître, s'arrête, et tout en mâchant quelques petites herbes de la rive, il l'interroge du regard. Tout à coup, il jappe joyeusement et s'élance dans l'eau avec lui. Au premier moment, on ne voit rien que de l'écume et des gouttes d'eau qui rejaillissent jusqu'à nous. Mais bientôt, Fiodor Philippitch, envoyant les mains avec grâce, élevant et abaissant son dos en cadence, nage vers l'autre bord rapidement, à grandes brassées, tandis que Tresorka, ayant bu un coup, s'en retourne à la hâte. Il s'égoutte près de la foule et se roule dans l'herbe. Comme Fiodor Philippitch approche de la rive opposée, deux kutchers apparaissent auprès du Citiz avec un grand filet emmanché d'un bâton. Le nageur lève, je ne sais pourquoi, ses mains en l'air, plonge une fois, deux fois, trois fois, rejetant de l'eau par la bouche après chaque plongeon, et secouant élégamment ses cheveux sans répondre aux questions qu'on lui adresse de tous les côtés. Enfin, il prend pied sur la rive et, autant que je puis le voir, donne des ordres pour dérouler le filet. On retire le filet, mais on n'y trouve rien que de la vase et quelques petits carassins qui frétillent. Comme on jette de nouveau le filet, je fais le tour de l'autre côté. On entend que la voix de Fiodor Philippitch donnant ses ordres, le claquepotement dans l'eau de la corde mouillée et les soupirs de terreur. Le filet ruisselant, noué à son aile droite, de plus en plus sort de l'eau, plus chargé d'herbe à mesure. « Maintenant, tirez tous ensemble !» crie la voix de Fiodor Philippitch. Le filet apparaît tout humide. « Il vient quelque chose de lourd, frère, dit quelqu'un. Déjà, mouillant et froissant le gazon, les mailles où frétillent des carassins se traînent sur le bord. Et voici qu'à travers l'eau troublée et remuée, on distingue dans le filet quelque chose de blanc. Faible mais très distinct dans le grand silence de mort, un soupir de terreur s'élève de la foule. « Tire ensemble, sur le sec, tire !» fait la voix résolue de Fiodor Philippitch, et le noyé est tiré jusqu'auprès du Citiz. Puis je vois ma bonne vieille tante en robe de soie, avec une ombrelle lilas à franges, qui, je ne sais pourquoi, jure terriblement avec ce simple tableau de mort. Elle est tout près de pleurer. Je me rappelle son expression de désenchantement en voyant que tout remède est inutile. Je me rappelle la tristesse nuancée de malaise que j'éprouvais lorsque, avec le naïf égoïsme de la tendresse, elle me dit « Bien, mon ami, oh, c'est affreux. Et toi, qui te baignes et qui nages toujours seul ?» Je me rappelle comment le soleil ardent et clair brûlait la terre sèche et poudroyante sous les pieds, comment
Il se jouait sur le miroir de l'étang. De grandes carpes se battaient près du bord. Au milieu, des bandes de petits poissons agitaient la surface de l'eau. En haut, tout en haut, dans le ciel, un milan tournoyait au-dessus des canards qui clapotaient et s'ébattaient dans les joncs. Des nuages blancs, des nuages échevelés d'orage se massaient à l'horizon. La vase ramenée sur le bord par le filet s'écoulait goutte à goutte. Et de nouveau, j'entends les coups de battoir qui s'égrènent au loin sur l'étang. Mais ce battoir retentit comme retentiraient deux battoirs accordés dans une tierce, et ces sons me tourmentent, m'oppressent, d'autant plus que ce battoir est une cloche, et que Fiedor Filipitch ne le fera pas taire. Et ce battoir, comme un instrument de torture, serre mon pied qui gèle. Je m'endors. Je fus réveillé, à ce qu'il me semble, par la vitesse de notre course. Deux voix causaient tout près de moi. « Entends-tu, Ignat? Hé, Ignat !» disait la voix de mon Yamtchik. « Prends mon voyageur. Tu dois dans tous les cas faire le voyage. Moi, pourquoi fatiguer inutilement mes chevaux? Rends-le. » La voix d'Ignat répondit presque à mes côtés. « Eh, quel intérêt ai-je à me charger de ton voyageur? M'offres-tu un demi-shtoff? » « Oh, ouais, un demi-shtoff, un verre encore. »« Vois-tu un verre? » crie un autre. « Fatiguer des chevaux pour un verre. » J'ouvre les yeux. Toujours la même neige insupportable qui tourbillonne et danse devant les yeux. Les mêmes yamtchkiks, les mêmes chevaux. Mais cette fois, j'aperçois un traîneau à mes côtés. Mon yamtchik a rejoint Ignat, et pendant assez longtemps, nous marchons de front. Malgré la voix qui, de l'autre traîneau, conseille de ne pas prendre moins d'un demi-shtoff, Ignat arrête tout à coup la troïka. « Transborde, soir. Tu as de la chance, hein. Demain, à notre retour, tu m'offriras un verre. As-tu beaucoup de bagages? » Mon yamtchik, avec une vivacité qui n'était pas dans sa nature, saute sur la neige, me salue et me prie de me transporter dans le traîneau d'Ignat. Moi, j'y consens. Mais on voit que le petit moujik de Dieu est si content qu'il voudrait déverser sur quelqu'un l'excès de sa joie reconnaissante. Il salue et remercie Alioshka et Iniashka. Eh bien, grâce à Dieu, voilà qui est bien, car autrement, que serait-ce donc, Dieu, petit père? Nous marchons pendant toute une demi-nuit sans savoir nous-mêmes où nous allons. Lui, il nous mènera au but, petit père Barine, sans compter que mes chevaux ne peuvent pas aller plus loin. Et il se mit à sortir mes bagages du traîneau avec une activité fiévreuse. Pendant qu'on transportait mes effets, moi, résistant au vent qui me soulevait presque, je m'accrochais au second traîneau. Ce traîneau, surtout du côté du vent, contre lequel les yamtchiks s'abritaient de leurs cafetans, était aux trois quarts couvert de neige, tandis que derrière les cafetans, on se sentait plus à son aise. Le petit vieillard était étendu, les jambes allongées, le conteur poursuivait son récit.
Dans ce même temps, lorsque le général, au nom du roi, c'est-à-dire venait, c'est-à-dire voir Marie dans sa prison, Marie lui dit: Général, j'ai pas besoin de toi, je ne puis pas t'aimer, c'est-à-dire tu n'es pas un amoureux pour moi. Mon amoureux, c'est le prince. Au même moment, allait-il continuer, mais en m'apercevant, il se tut pour l'instant et se mit à activer le fourneau de sa pipe. Quoi, Marine, vous êtes venue écouter notre petit conte dit celui que j'appelais le conseilleur. Ben, il fait bon chez vous, dis-je. Que voulez-vous? On s'ennuie pas, on oublie ses pensées au moins. Eh bien, savez-vous où nous sommes maintenant? Cette question semble déplaire au Yamtchik. Qui le sait où nous sommes? Peut-être sommes-nous chez les Kalmouks, répondit le conseilleur. Et que ferons-nous alors? Demandai-je. Eh, que faire? Voilà, nous allons. Peut-être nous en sortirons-nous, fit-il d'un ton mécontent. Eh bien, si nous en sortons pas, et si les chevaux s'arrêtent en pleine tourmente, que faire alors? Et que faire? Rien. Mais nous gèlerons. Mais certainement, car on ne voit pas même de meules maintenant. C'est que nous sommes tout à fait chez les Kalmouks. L'important, c'est de s'orienter d'après la neige. Eh, tu as peur de geler, Marine, dit le petit vieux d'une voix qui tremblait. Quoiqu'il eût tout l'air de me railler un peu, on voyait aisément qu'il était glacé jusqu'aux moelles. Oh oui, il fait rudement froid, dis-je. Eh, Marine, fais comme moi, cours un peu et tu te réchaufferas. Cours derrière le traîneau, c'est l'essentiel, fit le conseilleur. Venez, tout est prêt, me cria Lioshka du premier traîneau. La tourmente était si forte que c'est à peine si, en baissant tout à fait et en retenant de mes deux mains les pans de mon manteau, je pus, à travers la neige en mouvement que le vent soulevait de dessous mes pieds, faire les quelques pas qui me séparaient du traîneau. Mon ancien Yamtchik était déjà à genoux, au milieu de son traîneau vide, mais en m'apercevant, il ôta son grand bonnet. Le vent agita furieusement ses cheveux, puis il me demanda un pourboire. Il n'espérait sans doute pas que je ne lui donnerais rien, car mon refus ne le chagrina pas du tout. Il ne me remercia pas moins, renfonça son bonnet sur sa tête et me dit « Eh bien, que Dieu vous aide, Marine !» Puis il tira ses guides en sifflotant et s'éloigna de nous. Aussitôt après, Ignaschka, lui aussi, fouettait à tour de bras et excitait ses chevaux. De nouveau, le bruit du craquement des sabots, les cris, les sons de la clochette couvrirent le hurlement du vent qu'on entendait plus distinctement lorsque nous étions arrêtés. Environ un quart d'heure après le transbordement, comme je ne dormais pas, je m'amusais à examiner la silhouette de mon nouvel Yamtchik et de ses chevaux. Ignaschka était solidement campé. Il touchait, menaçait du knout, criait, frappait du pied, puis se penchant en avant, il arrangeait la valoir du Korennaya, qui tournait constamment à droite. Ignaschka était d'une taille moyenne, mais bien proportionnée à ce qu'il me parut. Par-dessus son touloup, il portait un cafetan sans ceinture, dont le col était presque rabattu
et son cou se voyait tout nu. Ses bottes n'étaient pas en feutre mais en cuir. Il ne cessait d'ôter et de remettre son petit bonnet. Ses oreilles n'étaient abritées que par ses cheveux. Tous ces mouvements dénotaient non seulement de l'énergie, mais encore et surtout, me semble-t-il, la volonté d'en avoir. Pourtant, plus nous allions, plus il cherchait à se mettre à l'aise. Il s'agitait sur son siège, frappait du pied, parlait tantôt à moi, tantôt à Lioshka, et je voyais bien qu'il craignait de perdre son assurance. Il y avait de quoi. Bien que les chevaux fussent vigoureux, la route à chaque pas devenait de plus en plus pénible, et on pouvait remarquer qu'il courait avec moins d'entrain. Il fallait déjà user du fouet, et le Kolen Naya, un fort et grand cheval à la crinière dure, avait déjà buté 2 fois. Aussitôt, comme effrayé, il avait tiré en avant en relevant sa tête échevelée presque au niveau de la clochette. Le Plistiajnaya de droite, que j'observais involontairement, tout en balançant la longue houppe en cuir de son avaloir, ne tendait plus les traits, il réclamait le knout. Mais comme un bon, comme un ardent cheval qu'il était, il semblait se dépiter de sa faiblesse. Il baissait et relevait la tête avec colère, comme pour demander le stimulant de la bride. De fait, l'intensité de la gelée et la violence de la tourmente vont s'accroissant terriblement. Les chevaux mollissent, la route se fait plus rude. Nous ignorons absolument où nous sommes, où nous allons, et si nous arriverons non plus même au relais, mais dans n'importe quel abri. Quelle cruelle ironie d'ouïr la clochette tinter si allègrement, et Ignashka crier avec tant d'assurance et de désinvolture, comme si nous étions à nous promener par une belle et froide journée de soleil, pendant la fête, à travers les rues de quelques villages. Et qu'il est étrange de penser que nous allions sans savoir où, d'une pareille vitesse. Ignashka se met à chanter d'une voix suraiguë de fausset, mais si sonore avec des pauses pendant lesquelles il flotte, qu'on aurait honte d'avoir peur en l'écoutant. « Eh, qu'as-tu donc à hurler, Ignat » fit la voix du conseilleur. « Arrête pour un moment. »« Qu'y a-t-il ? Arrête » Ignat s'arrêta. Tout redevint silencieux. Le vent se remit à gronder et à siffler, et la neige en tournoyant tomba plus drue dans le traîneau. Le conseilleur s'approcha de nous. « Eh bien, qu'y a-t-il ?»« Mais comment, qu'y a-t-il ? Où aller ? Qui le sait ? As-tu donc les pieds gelés que tu les remues ? Oh, ils sont tout à fait engourdis. Tu devrais te mettre en quête. Vois-tu ce feu là-bas ? Ce doit être un campement de Kalmouk. Tu aurais bientôt fait de te chauffer les pieds. Bon, c'est bien, tiens donc un peu mes chevaux. » Et Ignat se mit à courir dans la direction désignée. Il faut regarder, chercher, et l'on trouve. Car autrement, pourquoi aller à l'aveuglette, me disait le conseilleur. Vois-tu comme il a échauffé les chevaux ? Pendant tout le temps que dura l'absence d'Ignat, et son fut si long qu'à un moment je le crus égaré, le conseilleur m'apprenait avec assurance et d'un ton calme comment il faut agir pendant une tourmente, que le mieux serait de dételer le cheval et de le laisser aller, et que par Dieu il mettrait drap au but, ou bien il me racontait comment on peut aussi s'orienter d'après les étoiles, et comment, si c'était lui qui se fût trouvé en tête, nous serions arrivés depuis bien longtemps. « Eh bien, qu'y a-t-il » demanda-t-il à Ignat qui arrivait, fendant péniblement la neige dans laquelle il enfonçait presque jusqu'aux genoux. « Ben, il y a bien un campement, » répondit Ignat essoufflé.
Mais quel est-il? Il est probable, frère, que nous nous sommes égarés du côté de la propriété Prolgovskaya. Il faut prendre à gauche. Mais que chante-t-il là? Ce sont nos campements situés derrière le relais, répondit le conseilleur. Mais je dis que non. Mais j'ai fort bien vu, je sais ce que je dis. C'est bien comme je dis. Et si ce n'est pas cela, alors ça doit être la propriété d'Amichevsko. Il faut donc prendre à droite, et nous tomberons juste sur le grand pont après la 8e verste. Mais on te dit que non, je l'ai bien vu, répondit Ignat avec humeur. Eh, frère, et tu es encore à Yamtchik? Oui, Yamtchik, cherche donc toi-même. Mais qu'ai-je besoin de chercher? Je le sais bien sans cela. Ah, Ignat visiblement se fâchait. Sans répondre, il sauta sur son siège et toucha. Bah, tu mes pieds, comme ils sont engourdis. Impossible de les réchauffer, dit-il à Alioshka, en continuant de plus belle à frapper des pieds et enlever la neige qui s'était glissée dans ses bottes. J'avais une terrible envie de dormir. Gèlerais-je, pensais-je dans mon assoupissement. On dit que lorsqu'on gèle, cela commence toujours par le sommeil. Oh, il vaudrait mieux me noyer que de geler et qu'on me retire à l'aide d'un filet. Bon, d'ailleurs, cela m'est égal, se noyer, se geler, pourvu que ce bâton ne me tracasse plus le dos, et que je puisse enfin dormir. Je m'assoupis un moment. Ah, comment finira tout cela, dis-je tout à coup à moi-même, en ouvrant pour un instant les yeux sur l'espace tout blanc. Comment donc cela finira-t-il si nous ne trouvons pas de meule et si les chevaux s'arrêtent, ce qui ne va pas tarder, semble-t-il? Nous gèlerons tous. Je vous avoue que, malgré un peu de peur, le désir de voir se produire quelque chose d'extraordinaire et d'un peu tragique était en moi plus intense que cette peur. Il me semblait que ce ne serait pas mal si, vers le matin, les chevaux nous avaient de même entraînés dans quelque village inconnu et lointain, à demi gelés, ou même quelques-uns de nous tout à fait gelés. Et dans ce sens, mes rêves, avec une clarté, une rapidité étrange, défilaient devant moi. Les chevaux s'arrêtent. La neige nous envahit de plus en plus, et voilà qu'on ne voit plus de notre attelage que la douga à les oreilles des chevaux. Mais tout à coup, Inerchka surgit de la neige avec sa troïka et passe auprès de nous. Nous le supplions, nous lui crions de nous prendre avec lui, mais le vent emporte la voix. Ignashka sourit, gourmande ses chevaux, sifflote, et disparaît dans un gouffre profond couvert de neige. Le petit vieux saute sur un cheval, fait aller ses coudes, veut galoper, mais ne peut pas bouger de place. Mon ancien Yamtchik au grand bonnet se jette sur lui, l'arrache le cheval et l'enfouit sous la neige. « T'es un sorcier !» crie-t-il, un insulteur. « C'est toi qui nous perdrais !» Mais le petit vieux crève de sa tête la neige amoncelée. C'est moins un petit vieux qu'un lièvre. Il s'éloigne de nous. Tous les chiens sont à ses trousses. Le conseilleur, qui est Fedor Filipitch, ordonne qu'on se mette en rond, sans souci que la neige nous recouvre, car nous aurons chaud. En effet, nous avons chaud, et nous nous trouvons bien. On a soif seulement. Je prends mon nécessaire, je distribue à tout le monde du rhum et du sucre, et je bois moi-même avec grand plaisir. Le conteur dit une histoire d'arc-en-ciel sous notre plafond de neige.
Et maintenant, faisons-nous chacun une chambre dans la neige et dormons, dis-je. La neige est molle et chaude comme de la fourrure. Je me fais une chambre et je veux y pénétrer. Mais Fédor Filipitch, qui a vu de l'argent dans mon nécessaire, me dit « Arrête, donne l'argent, il faut mourir en tout cas. » Et il me saisit par le pied. Je donne l'argent et demande seulement qu'on me laisse tranquille. Mais eux ne croient pas que ce soit là tout mon argent. Ils veulent me tuer. Je saisis la main du petit vieux et avec une volupté indéfinissable, je me mets à la baiser. La main du petit vieux est tendre et sucrée. Il la retire d'abord, puis finit par me l'abandonner, et il me caresse même de la main libre. Cependant, Fiodor Filipitch s'approche et me menace. Alors, je cours dans ma chambre, mais ce n'est plus une chambre. C'est un long et blanc corridor, quelqu'un me retient par les jambes. Je m'arrache à cette étreinte. Dans les mains de celui qui me tenait sont restés mes habits et une partie de ma peau. Mais je ne sens que du froid et de la honte, d'autant plus de honte que ma tante, avec son ombrelle et sa petite pharmacie homéopathique, vient à ma rencontre au bras du noyé. Ils rient et ne comprennent pas les signes que je leur fais. Je m'élance dans la troïka, mes pieds traînent sur la neige. Mais le petit vieux me poursuit en faisant aller ses coudes. Il est déjà tout près, lorsque j'entends devant moi tinter deux cloches, et je sais que je serai sauvé si j'arrive jusque-là. Les cloches tintent de plus en plus distinctement, mais le petit vieux m'atteint, et de toute sa masse s'abat sur mon visage, de sorte que les cloches s'entendent à peine. Je saisis de nouveau sa main pour la baiser, mais le petit vieux n'est plus le petit vieux, c'est le noyé. Et il crie « Ignashka, arrête, voilà les meules d'Alkmekda, me semble-t-il, va donc voir. » Alors cela devient trop effrayant. Non, il vaut mieux que je me réveille. J'ouvre les yeux. Le vent a rejeté sur mon visage un pan du manteau d'Alioshka. Mon genou est découvert. Nous glissons sur la terre, sans neige à cet endroit, et la tierce de la sonnette résonne clairement dans l'air, mariée à la quinte tremblée. Je cherche du regard les meules, mais au lieu de meules, je vois, de mes yeux ouverts, une maison avec un balcon et le mur crénelé d'un fort. Cela ne m'intéresse guère d'examiner attentivement cette maison et ce fort. Ce que je désire surtout, c'est d'apercevoir le corridor blanc où je courais, c'est d'entendre le tintement de la cloche d'église et de baiser la main du petit vieux. Alors je referme les yeux et me rendors. Je dormais profondément, mais la tierce de la clochette sonnait sans répit, et je la voyais dans mon rêve sous la forme tantôt d'un chien qui se jetait sur moi, tantôt d'un orgue dont j'étais moi-même un des tuyaux, tantôt d'un vers français que j'étais en train de composer. Et parfois, il me semble que cette tierce est une sorte d'instrument de torture qui ne cesse de me serrer le talon droit. La douleur est si forte que je me réveille et que j'ouvre les yeux en me frottant le pied. Il commençait à se geler. La nuit était toujours lumineuse, trouble et blanche. La même course nous emportait. Le même Ignashka était assis de côté et frappait du pied. Le même Pristiajnaïa, allongeant son cou et relevant à peine ses jambes, trottait dans la neige profonde et balançait à chaque saut la houppe de son avaloir.
La tête du Kolen Naya, avec la crinière au vent, faisait tour à tour se tendre et fléchir les guides enfilés à la douga, se balançaient en mesure. Mais tout cela, plus qu'avant, était couvert de neige. La neige tournoyait devant nous, s'amoncelait par côtés sur les patins, montait jusqu'aux genoux des chevaux et par en haut blanchissait les épaules et les bonnets. Le vent soufflait tantôt du côté droit, tantôt du côté gauche, jouant avec l'école, le pan du cafetan d'Ignashka, la crinière du Pristiajnaya, hurlant sous la douga et entre les brancards. Le froid sévissait de plus en plus. À peine exposais-je un peu mon visage à l'air, que la neige sèche et gelée et tourbillonnante montrait dans les cils, dans le nez, la bouche, et s'insinuait dans mon dos. Je regarde autour de moi, tout est blanc, clair et neigeux. Rien qu'une lumière trouble et rien que la neige. Je me sens sérieusement effrayé. Alioshka dormait à nos pieds dans le fond du traîneau. Tout son dos disparaissait sous une épaisse couche de neige. Ignashka, lui, ne se désolait guère. Il tirait constamment sur les guides, stimulait les chevaux et frappait des pieds. La clochette rendait toujours son même son étrange. Les chevaux hannelaient, mais ils continuaient à courir, multipliant les faux pas et ralentissant leur allure. Ignashka sursauta de nouveau, fit un geste de sa main gantée d'un moufle, et se mit à chanter de sa voix suraiguë et forcée. Sans terminer sa chanson, il arrêta la troïka, rejeta les guides sur son siège et descendit. Le vent hurlait de plus belle, la neige tombait plus furieuse sur les choubas. Je me retournai. La troisième troïka n'était plus derrière nous. Oh, ce sera attardé en route, pensai-je. Auprès du second traîneau, à travers le brouillard neigeux, on voyait le petit vieux qui battait les semelles. Ignashka fit 3 pas, s'assit sur la neige, se déceintura et ôta ses bottes. « Mais que fais-tu là » demandai-je. « Mais des choses à moment, car j'ai les pieds tout gelés, » me répondit-il. Et il continua son manège. Je me sentais glacé lorsque je sortais mon cou de ma chouba pour voir ce qu'il faisait. Je me tenais droit, les yeux fixés sur le Pristiajnaya, lequel, en écartant une jambe, agitait avec une lassitude maladive sa queue nouée et neigeuse. La secousse qu'imprima Ignashka au traîneau en remontant sur son siège acheva de me réveiller. « Où sommes-nous maintenant » demandai-je. « Arriverons-nous avant le jour, au moins ?»« Oh, soyez tranquille, nous vous mènerons au but maintenant que mes pieds se sont bien réchauffés. » Il toucha. La cloche retentit, le traîneau reprit sa marche cadencée, et le vent siffla sous les patins. De nouveau, nous voguions sur cette mer infinie de clarté. Je m'endormis encore. Lorsque Alioshka, en me heurtant de son pied, me réveilla et que j'ouvris les yeux, il faisait jour déjà. On eût dit que le froid était encore plus vif que pendant la nuit. La neige avait cessé de tomber, mais un vent violent et sec continuait à soulever la poussière blanche dans la plaine, et surtout sous les sabots des chevaux et les patins des troïkas. Du côté de l'Orient étincela le ciel bleu foncé, sur lequel ressortaient de plus en plus apparentes des bandes obliques d'un beau ton orangé. Au-dessus de nos têtes,
À travers de blancs nuages errants, transparaissait l'azur d'un bleu tendre. À gauche, des nues flottaient, lumineuses et légères. Aussi loin que le regard pouvait s'étendre, on ne voyait que la neige accumulée au loin par couches profondes. Nul vestige d'homme, ni de traîneau, ni de fauve. Les contours et les couleurs du yamtchik et les chevaux se dessinaient avec netteté, profilant sur le fond éblouissant leurs silhouettes précises. Le bord du bonnet bleu marin d'Ignaschka, son col, ses cheveux et jusqu'à ses bottes, tout était blanc. Le traîneau était entièrement envahi. La neige recouvrait la partie droite de la tête et du garrot du Krenaya gris, montait jusqu'aux genoux du Pristiajnaya et plaquait par endroits sa croupe en sueur aux poils frisés. La petite houppe se balançait, battant la mesure de tous les airs qui me venaient en tête au gré des mouvements du cheval. On ne devinait sa fatigue qu'à ses oreilles tombantes, à son ventre tour à tour contracté et soulevé. Un seul objet attirait l'attention, c'était la borne de verste au pied de laquelle le vent amoncelait sans cesse la neige tourbillonnante et éparpillée. J'étais émerveillé de voir les mêmes chevaux courir toute une nuit, pendant 12 heures, sans savoir où, sans s'arrêter, et arriver cependant au but. Notre clochette semblait tinter plus joyeusement. Inat s'était essoufflé à force de crier. Par derrière, on entendait haleter les chevaux et sonner les sonnettes de la troïka où se trouvaient le petit vieux et le conseilleur. Mais celle du Miamtchik endormi avait complètement disparu. Après une demi-verste de route, nous remarquons les traces toutes fraîches d'un traîneau avec son attelage, et çà et là des gouttes de sang d'un cheval blessé. « C'est Philippe, vois-tu, il nous a dépassés, dit Inachka. » Et voilà que surgit au bord du chemin, presque enfouie sous la neige, une maisonnette avec une enseigne. Près du cabaret se tenait une troïka de chevaux gris, frisés par la sueur, jambes écartées et tête basse. Devant la porte, un passage avait été frayé, et la pioche était encore là, toute droite. Mais le vent balayait toujours le toit et faisait danser la neige. Sur le seuil, au bruit de nos clochettes, apparut un grand yamtchik rouge et roux, un verre de vin à la main, et cria quelque chose. Ignashka se retourna vers moi, me demanda la permission de faire halte. Alors seulement, j'aperçus son visage pour la première fois. Ce visage n'était point sec, basané, pourvu d'un nez droit, comme je m'y attendais d'après ses cheveux et sa carrure. C'était un museau rond, jovial, avec un nez épaté, une grande bouche et des yeux bleu clair. Ses joues et son cou étaient rouges comme si on venait de les frictionner avec un morceau de drap. Ses sourcils, ses longs cils et le duvet qui couvrait le bas de son visage étaient tout à fait blancs de neige. Une demi-verste seulement nous séparait du relais. Nous nous arrêtâmes. « Va, mais reviens vite, lui dis-je. »« Oh, dans un instant, répondit Ignashka, qui sauta de son siège et s'avança vers Philippe. Donne, frère, dit-il en ôtant la moufle de sa main droite et en la jetant avec le clout sur la neige. Puis rejetant sa tête en arrière, il but d'un seul trait le petit verre de vodka qu'on lui tendait. Le cabaretier, sans doute un cosaque en retraite, avec un demi-ch'tov dans sa main, sortit de la maisonnette. « Qui en veut » fit-il.
Le grand Vassili, un moujik maigre et blondasse, avec une barbiche de bouc, et le conseilleur ventripotent, une épaisse barbe filasse, formant collier autour de son visage, s'approchèrent et vidèrent chacun un petit verre. Le petit vieux se joignit au groupe de buveurs, mais personne ne lui offrit rien. Et il retourna vers ses chevaux attachés derrière le traîneau. Il se mit à leur caresser le dos et la croupe. Le petit vieux était bien comme je l'avais imaginé, petit, maigriot, le visage ridé et bleui, la barbiche rare, un petit nez pointu et des dents jaunes et usées. Son bonnet était tout neuf, mais son touloupe était défraîchi, sali par le goudron et déchiré aux épaules et sur le devant. Il s'arrêtait au-dessus des genoux. Ses culottes étaient serrées dans des bottes. Lui-même, il était courbé, ratatiné, et tout en tremblant de sa tête et de ses genoux, il faisait je ne sais quoi auprès de son traîneau. Visiblement, il essayait de se réchauffer. « Eh bien, Mitricht, prends donc un peu de vodka, cela te réchaufferait bien, » lui cria le conseilleur. Mitrich tressaillit, il rajusta la valoir du cheval, la dougua, et vint à moi. « Eh bien, Marine, dit-il en ôtant son bonnet de dessus ses cheveux gris et en me saluant humblement, nous avons erré toute la nuit avec vous à chercher la route. Ne me paierez-vous pas au moins un petit verre? Vraiment, petit père, votre excellence, car autrement impossible de me réchauffer, ajouta-t-il avec un sourire obséquieux. Je lui donnai 25 kopecks. Le cabaretier apporta un verre et servit le petit vieux, qui, s'étant débarrassé de sa moufle et de son clout, tendit vers le verre sa petite main hâlée, ridée et un peu bleuie. Mais son gros doigt, comme étranger, ne lui obéissait pas. Il ne pouvait pas retenir son verre. Il le renversa et le laissa tomber par terre. Tous les yamchiks éclatèrent de rire. « Vois-tu, Mitrich, comme il est gelé, il peut plus tenir entre ses mains de la vodka. » Mais Mitrich était très chagriné d'avoir renversé son verre. On lui en remplit cependant un autre qu'on lui versa dans la bouche. Aussitôt, il devint joyeux, courut au cabaret, alluma sa pipe, montra ses dents usées et jaunes. Il jurait à chaque mot. Après avoir vidé le dernier verre, les moujiks regagnèrent leur troïka et nous repartîmes. La neige étincelait de plus en plus blanche, et son éclat blessait les yeux. Les bandes d'un pourpre oragé s'élevaient toujours davantage et s'étendaient plus lumineuses dans l'azur profond. Même l'orbe rouge du soleil apparut à l'horizon au travers des nuages gris. Sur la route, auprès du relais, les traces de roues apparurent nettes, jaunâtres avec des ornières. On se sentait léger et frais dans cet air dense et glacé. Ma troïka volait. La tête du colonel Naya et son cou, dont la crinière s'éparpillait sur la donga, se balançaient d'un mouvement court et rapide au-dessous de la clochette dont le battant ne battait plus, mais rasait les parois. Les bons Pristiajnaya, tendant tous deux les traits gelés, galopaient énergiquement. La houppe les frôlait jusqu'au ventre. Parfois l'un d'eux butait dans une ornière, et ses efforts pour en sortir me faisaient aller de la neige dans les yeux. Igniashka ténorisait allègrement. La gelée sèche craquait sous les patins. Derrière nous, comme à la fête, tintaient les deux clochettes, et l'on entendait les cris des yamchiks ivres. Je me retournai. Les Pristiajnaya, gris et frisés, allongeaient en cou, retenant leur souffle et l'abri dans des ordres
trottait sur la neige. Philippe faisait claquer son clout et arrangeait son bonnet. Le petit vieux, les pieds en l'air comme avant, était étendu au milieu du traîneau. 2 minutes après, les troïkas firent craquer le plancher devant la maison du relais, et Igniachka, tournant vers moi son visage hérissé de glaçons et soufflant le froid, me dit tout content: « Ben, nous vous avons emmené tout de même, Barine. »